Onzième réunion du Conseil d'administration de l'Initiative africaine pour les énergies renouvelables, les assises, ont eu lieu à Addis Abeba en marge du 33e sommet de l'Union africaine. Vice-président et point focal de l'Afrique centrale, le président de la République a participé activement aux travaux. Ethiopian Airlines au chevet de Tchadia Airlines, le chef de l'État Idriss Déby Itno s'est entretenu avec les responsables de la compagnie sur ce qui est envisageable. Renforcement de la flotte, formation des pilotes tchadiens ont été au centre des échanges. À cette rencontre, Djibril Noualouali nous dira davantage dans ce journal. Et puis au ministère des Affaires étrangères, ce 11 février, le secrétaire d'État, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, H. Salih Daman, a reçu chacun à son tour le nouvel ambassadeur de la République démocratique fédérale d'Éthiopie et celui de la République de Sierra Leone. Les deux diplomates ont présenté leurs lettres de créance, les accréditant dans notre pays. Nous sommes mardi 11 février 2020. Merci de nous rejoindre sur Téléchat. Bonsoir et bienvenue. Sachez tout d'abord que le chef de l'État Idriss Déby Itno et la première dame Hinda Déby Itno ont regagné N'Djamena ce midi en provenance d'Addis Abeba. Le président de la République Idriss Déby Itno a été accueilli par le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Deloua Kassiré Koumakoy. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Paimi Debe, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena étaient également de l'accueil à l'aéroport international Hassan Djamous. Dans la capitale éthiopienne, le président de la République a pris part au 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et la première dame à la 24e assemblée générale de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, OPDAT. À Addis Abeba, justement, l'initiative africaine sur les énergies renouvelables a tenu hier son 11e conseil d'administration. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, en sa qualité de vice-président et point focal de l'Afrique centrale, a participé activement aux travaux dirigés par le président et coordonnateur de l'initiative, le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé. Djibril Noualouali. Installer une capacité énergétique renouvelable à grande échelle sur le continent, c'est la mission assignée à l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. L'objectif d'atteindre au moins 10 gigawatts de capacité nouvelle et additionnelle à partir des ressources d'énergie renouvelable passe par un certain nombre de préalables et suivant le plan tracé par les instances de l'initiative. Le comité technique intérimaire, pour ce faire, a soumis 10 points au conseil d'administration qui s'est réuni pour la 11e fois sous la présidence du coordonnateur de l'initiative, professeur Alpha Condé, ayant à ses côtés son homologue Idriss Déby Itno, vice-président et point focal de l'Afrique centrale, ainsi que la commissaire à l'infrastructure et à l'énergie de l'Union africaine, Madame Amani Abouzé. La présentation faite sur les activités réalisées en 2019 par chaque région renseigne sur le chemin parcouru et révèle des points communs tout en soulignant une disparité dans les avancées en matière de développement des infrastructures énergétiques, mais aussi des difficultés dans l'attraction du secteur privé, même si, par pays, le cadre réglementaire a été mis en place. Après examen, des mécanismes clairs de financement sont définis et des projets validés et labellisés par le Conseil, confie le ministre tchadien en charge de l'énergie, Mohamed Hamid Koua. Plus de 600 projets ont été labellisés et il est aujourd'hui question de définir des mécanismes clairs de financement et suite au COP21 qui a clairement défini comme option en Afrique de développer des énergies renouvelables et aussi suite à la volonté de tous nos partenaires de nous accompagner sur cette voie dont l'Afrique
regorge de potentialités réelles en matière de soleil, en matière de vent, en matière de toutes les ressources renouvelables pour faire de l'énergie en Afrique. Donc, compte tenu de toutes ces volontés, l'Afrique aujourd'hui, on peut dire qu'à travers la régie, on a un besoin et ce besoin est déjà clairement identifié, les projets sont clairement identifiés, le coût de ces projets sont déjà connus. Par exemple, les 254 projets de l'Afrique centrale constituent à peu près 15 gigawatts pour un coût global de plus de 4 milliards de dollars. Que cette rencontre a permis de valider tous ces projets, de labelliser, et l'étape suivante reste à mobiliser effectivement ces ressources. Évoquant la complexité et le retard dans la mise en œuvre des projets envisagés, le président de la République Idriss Déby Itno a préconisé la formation de points focaux dans l'objectif de les amener à monter des projets bancables, car, fait-il savoir, les difficultés rencontrées ne sont pas imputables uniquement aux partenaires, mais en partie aux problèmes de gouvernance liés au manque de compétences et de réalisme des points focaux. Aussi, le chef de l'État a préconisé une forme de décentralisation des instances de l'initiative consistant à intégrer le communauté économique régionale dans le but d'aider certaines régions encore à la traîne à être au même niveau que celles qui ont une longueur d'avance. Cela permettra d'avancer ensemble et d'éviter des problèmes à la longue, a-t-il indiqué. Le président de la République Idriss Déby Itno et les autres membres du conseil d'administration ont émis des réserves quant au budget proposé dont l'approbation a été ajournée. Le Tchad et la Namibie sont chargés de retravailler le budget pour une adoption ultérieure. Djibril Noual Wale, vous nous dites qu'avant de quitter Addis Abeba, le président de la République Idriss Déby Itno a accordé une audience au président directeur général de la compagnie Ethiopian Airlines, Tewolde Gebre Mariam. Le partenariat entre le Tchad et la compagnie aérienne était au centre des discussions. Votre reportage. Symbole du partenariat agissant qui lie le gouvernement tchadien aux géants du transport aérien africain, la compagnie Tchadia Airlines, qui est sur la bonne voie, va tutoyer bientôt les grandes compagnies aériennes. Le fonctionnement de la compagnie, l'exécution de son plan de développement et les futurs projets ont été le point autour desquels les échanges ont tourné au cours de l'audience accordée par le président de la République Idriss Déby Itno aux dirigeants de la compagnie Ethiopian Airlines. Le chef de l'État qui tient à la bonne santé de la compagnie nationale s'est renseigné sur ce qui est envisageable pour que Tchadia Airlines atteigne sa vitesse de croisière. Un point d'orgue a été mis sur le renforcement de la flotte, l'augmentation des vols domestiques et internationaux et la formation des pilotes tchadiens, a expliqué Tewolde Gebre Mariam au sortir de l'audience. Le Tchad, qui se prépare à accueillir le sommet de l'Union africaine mi-2020, entend aussi s'appuyer sur Ethiopian Airlines, son partenaire stratégique, pour agrandir ses installations et infrastructures aéroportuaires. La flamme de la parfaite entente et de la confiance accordée par le Tchad sera entretenue par une collaboration améliorée et une efficacité, précise le président directeur général, qui sort édifié par les orientations du chef de l'État. Le partenariat avec Tchadia Airlines et les autres compagnies africaines va se renforcer pour développer le secteur aérien et se concentrer sur la reconquête de la part du marché détenue par des compagnies non africaines. C'est à ces prix, fait-il savoir, que l'intégration africaine sera une réalité, laquelle conduira à l'appropriation du ciel africain par les compagnies africaines. Voilà ce qu'on pouvait dire des dernières activités du chef de l'État Idriss Déby Itno à Addis Abeba. Sur place en N'Djamena, le nouvel ambassadeur de la République démocratique fédérale d'Éthiopie au Tchad, Amin Abdul Khadir, a présenté ce matin les copies figurées de ses lettres de créance à la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Aïcha Saleh Daman. Les deux personnalités ont eu aussi à échanger sur les relations de coopération qui unissent les deux pays. Adef Ahmed Merama. En cette matinée du mardi, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Aïcha Saleh Daman, reçoit le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique fédérale d'Éthiopie au Tchad, Amin Abdul Khadir. Ce diplomate est venu présenter les copies figurées de ses lettres de créance. C'est aussi l'occasion pour l'ambassadeur et la secrétaire d'État aux Affaires étrangères à l'intégration africaine, à la coopération internationale et à la diaspora, Aïcha Saleh Daman, de faire le tour d'horizon des relations de coopération bilatérale. Nous avons un grand engagement de consolider nos relations bilatérales dans le commerce économique et choisir, n'est-ce pas, peuple par peuple,
Il est bien que nos deux pays ont, n'est-ce pas, un destin commun. Tchad joue un grand rôle dans la région du Sahel relative à la paix et sécurité. Éthiopie aussi joue un grand rôle à l'est de l'Afrique. Nous allons consolider nos relations politiques, commerciales, culturelles et économiques. L'ambassadeur Amin Abdulkhadr a marqué sa volonté d'œuvrer pour la consolidation de ces relations de coopération. Vous allez le voir, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères a également reçu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Sierra Leone au Tchad. Le diplomate sierra-léonais est allé présenter également les copies figurées de ces lettres de créance l'accréditant dans notre pays. Dame Joël Litné. Mori Fofana aura la lourde responsabilité de conduire la diplomatie sierra-léonaise au Tchad. C'est justement pour cela qu'il présente à la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Aïcha Saleh Daman, la copie figurée du document officiel de son État qui l'accrédite comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au pays de Toumaï. Dans leurs échanges, la secrétaire d'État et le diplomate sierra-léonais ont passé en revue les questions liées à l'atteinte des objectifs de l'Union africaine, notamment celles relatives à la construction d'une Afrique prospère, unie et forte dans la paix et la sécurité, des valeurs pour lesquelles le Tchad et la Sierra Leone y adhèrent et œuvrent activement pour leurs atteintes. Au sortir de l'audience, le diplomate sierra-léonais se dit satisfait. Je suis ambassadeur de la Sierra Leone, accrédité plutôt en Égypte. Je suis un ambassadeur non résident et donc l'objectif de ma mission ici, c'est de présenter les copies figurées de ma lettre de créance au ministre. La Sierra Leone et le Tchad sont des pays frères qui sont tous des pays africains, donc ils travaillent ensemble pour pouvoir développer les deux pays et aller de l'avant. Mori Fofana rassure de sa disponibilité à travailler dans la sérénité pour renforcer les liens diplomatiques entre N'Djamena et Freetown. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jingjin, lui, s'est rendu au Palais de la démocratie pour rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Li Jingjin et Haroun Kabadi ont échangé sur plusieurs questions sans perdre de vue celle de l'épidémie coronavirus. Gundul Laya Ngolona. C'est pour s'entretenir autour de la question de l'épidémie mortelle qui sévit depuis décembre dernier en Chine que le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, a reçu en audience l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Qingqing. La coopération qui existe entre la République populaire de Chine et le Tchad ne s'articule pas seulement autour des points diplomatiques. La santé et le social en font aussi partie. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, compatit avec le peuple chinois, informe le diplomate au sorti de l'audience. Le président a présenté un message très important de compassion au peuple chinois et à son homologue. Et je suis très content de savoir, d'apprendre que l'Assemblée tchadienne nationale va également écrire une lettre de compassion officielle à l'Assemblée nationale du peuple de Chine. Vivant dans la ville qui est l'épicentre de l'épidémie du coronavirus, les étudiants tchadiens bénéficient du soutien de l'ambassade du Tchad en République populaire de Chine et l'État chinois. Avec l'ambassade du Tchad en Chine, on est toujours en contact très étroit pour en savoir plus des informations de ces étudiants et dans les cas utiles, on va leur donner notre assistance. Depuis son apparition en décembre dernier sur un marché de Yuan, le coronavirus a infecté à nos jours plus de 40 000 personnes dans le monde et fait plus de 1000 morts. Le plénipotentiaire de la République sud-africaine au Tchad, Titus Matlakeng, s'est rendu au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Il a été reçu par le président du Conseil, Cheikh Mohamed Katira Issa. La question de la cohabitation pacifique a été abordée. Compte rendu Ngarcetiémé. Les relations qu'entretiennent l'Afrique du Sud et le Tchad sont au beau fixe.
La visite de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Afrique du Sud au Tchad dans les locaux du Conseil supérieur des affaires islamiques témoigne du renforcement de cette coopération entre les deux pays. Les leaders religieux dans n'importe quel pays sont les gens les plus proches de la population. Et dans tous les pays, ils sont les premières personnes à influencer la population dans un état quelconque. Ils comprennent très bien les besoins de la population et aussi ils comprennent les réalités de leur peuple. L'objectif de cette relation est aussi de témoigner au peuple tchadien que le peuple tchadien et sud-africain entretiennent de bonnes relations, non seulement au niveau politique mais aussi au niveau social. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Rachek Mohamed Khatir Issa, se dit satisfait de la rencontre et promet de renforcer davantage les relations sur le plan religieux entre les deux peuples frères. Et puis sachez que dans le cadre de ces activités, la Fondation Grand Cœur, en partenariat avec l'université Al-Azhar Chérif, a lancé une caravane pluridisciplinaire et une caravane au cours de laquelle 10 000 patients souffrant de diverses pathologies seront pris en charge. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Santé publique. Elma à suivre dans le cours de ce journal. Fin à l'éré, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest, plutôt. Fin à l'éré dans le Mayo-Kébi-Ouest de la caravane de prise en charge de la cécité à l'initiative de la Fondation Grand Cœur. Une centaine de patients ont recouvré la vue, nous dit Varelach. Venir au secours des couches vulnérables, la Fondation Grand Cœur ne lésine pas sur les moyens. Cette organisation, avec le soutien de son partenaire, le Programme national de lutte contre la cécité, a durant une semaine recouvré la vue à plusieurs personnes victimes de la cataracte à l'éré dans la province du Mayo-Kébi-Ouest. 2519 personnes consultées, 508 personnes opérées avec succès, 1524 collyres distribués. L'objectif est atteint. Nous avons même dépassé de 8. Au nom des bénéficiaires des œuvres salvatrices de la Fondation Grand Cœur, John K. Emmanuel Badaï présente ses gratitudes au couple présidentiel. Dieu merci, je me suis fait opérer, je vois clair. J'inviterai la population de l'Éré à réfléchir pour toutes les fins utiles à la grande dame Inda Déby Itno et le président de la République, chef de l'État. Justement, c'est pour témoigner cette reconnaissance à la première dame Inda Déby Itno, par ailleurs présidente de la Fondation Grand Cœur, pour ses œuvres caritatives menées au profit de la population, notamment la caravane médicale, que les ressortissants du département de Lac-Léré offrent ce précieux cadeau à la première dame Inda Déby Itno. Par ma voix, la population de la ville de Léré est engagée à accompagner le couple présidentiel dans leur lourde mission. L'émotion était vive pour le préfet du département de Lac-Léré, Abdraman Salemoussa, de présenter lui aussi au nom de toute la population ses remerciements à la présidente de la Fondation Grand Cœur. Pour cette autorité administrative, les multiples actes de bienfaisance de la première dame resteront gravés dans les annales de la population de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Santé, toujours dispositif assurance santé de la couverture santé universelle. Comment l'opérationnaliser? C'est le thème de l'atelier de formation à l'initiative de la cellule interministérielle de la coordination de la stratégie nationale de la couverture santé universelle. Prennent part les décideurs publics, les leaders d'opinion, les techniciens et concepteurs de l'assurance santé. On en sait plus avec Guéam Benguiri. En Afrique, plusieurs pays ont déjà mis au sans-plan à mettre sur pied et financer des dispositifs nationaux d'assurance santé. Ainsi, le Tchad a amorcé depuis 2011 le processus d'élaboration de la stratégie nationale de la protection sociale, dont la composante santé a été développée par le ministère de la Santé publique en une stratégie nationale de couverture santé universelle. Pour traduire dans les faits cette initiative, la cellule interministérielle de la coordination de la couverture santé universelle offre aux leaders d'opinion, décideurs publics, techniciens et concepteurs de l'assurance santé, une assistance pratique axée sur l'action à travers cette formation. C'est une des priorités du directeur général de l'OMS, le Dr Tedros, qui voudrait que l'on puisse mettre sous ses essuies 1 milliard de personnes d'ici 2023. Dans la perspective d'une mise en place progressive et d'une évaluation des contraintes institutionnelles et techniques,
il est envisagé de démarrer le dispositif d'assurance santé dans les districts sanitaires du pays. Dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie couverture santé universelle, notre pays a adopté, je ne voudrais pas le répéter, mais en juillet 2018, un document d'orientation du dispositif d'assurance santé. La première étape de cette formation sera consacrée à la présentation générale de la couverture santé universelle à l'endroit de 200 invités issus de toutes les composantes de la société tchadienne. À la seconde phase, les participants se pencheront sur les mécanismes pratiques à mettre en œuvre pour atteindre l'équité dans la couverture en mettant un accent particulier sur les questions liées à la couverture des personnes démunies. Parlons également de cette formation qui réunit une cinquantaine de médecins, chirurgiens venant de l'intérieur du pays et de N'Djamena. Une formation axée sur les lésions musculo-squelettiques assurée par la Fondation OA Alliance en partenariat avec l'Association de l'orthopédie du Tchad. Moussa Mbodou Abdoulaye. L'hôpital de la Renaissance, les médecins chirurgiens de 23 provinces sont en atelier. Ils auront 3 jours d'intenses travaux au cours desquels vont acquérir des notions liées aux lésions musculo-squelettiques. Le but de la formation, c'est de donner des notions de base et des techniques récentes sur la prise en charge des fractures de l'appareil locomoteur. Alors, la fracture, c'est un os qui se casse. Il se casse, en général, les gens ont mal. Le plus souvent, il se casse dans des circonstances douloureuses. D'accord? Et si on ne le répare pas, les gens deviennent handicapés. Selon le directeur général de l'hôpital de la Renaissance, Pascal Bassenguin, cette formation permettra aux médecins chirurgiens de renforcer leurs compétences dans la prise en charge chirurgicale de fractures des patients. Le ministère de la Santé publique se félicite de la tenue de cet atelier. Cette formation que nous encourageons traduit le sens élevé et la volonté manifeste du gouvernement à travailler avec des associations savantes afin de permettre au personnel médical et paramédical et tout autre personnel de santé de pouvoir bénéficier de formations de haut niveau. Selon l'OMS, chaque année, 1,2 million de personnes trouvent la mort suite aux fractures causées par des accidents de la route. D'où l'importance de cette formation à l'endroit du personnel soignant de la chirurgie. La Croix-Rouge du Tchad et la Croix-Rouge française forment une centaine d'agents sécuristes volontaires sur les techniques d'assistance en cas d'urgence. On en parle avec Omar Ibrahim. Il s'agit là d'une simulation sur les techniques d'assistance en cas de situation d'urgence. Cette scène de démonstration est le fruit de 3 jours de formation au profit des agents sécuristes volontaires de la Croix-Rouge nationale. Formation axée notamment sur les modules de techniques de ramassage et de brancardage de la victime en cas des urgences. Le travail abattu par les sécuristes dans le but de protéger la vie humaine a suscité l'émotion des publics présents. Des numéros sont d'ores et déjà disponibles en cas de situation d'urgence, précise le secrétaire général de la Croix-Rouge nationale. En cas de besoin, il est désormais installé depuis le début de ce mois le service ambulance pour les urgences. Et la population peut, en cas de besoin, pour appeler l'ambulance, ici, vous avez 2 numéros. Il y a le 63, le 21, le 71 et le 48. Le deuxième numéro, c'est le 63, 70, 59 et 42. Pour prévenir et soulager les souffrances humaines dues aux accidents de circulation, le maire de la commune du 5e arrondissement sollicite une autre formation en faveur des jeunes. Ce qu'ils viennent de nous montrer tout de suite, c'est la première fois qu'on est en train de voir ça. Cette simulation, on ne l'a jamais vue. Mais je lève tout le chapeau. Je pense qu'ils sont bien formés, ces jeunes-là. Et je profite de cette occasion pour demander à la Croix-Rouge d'en profiter encore pour les autres jeunes qui ne sont pas encore formés. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre des projets de la réduction des risques et catastrophes volet d'urgence qui vise à recycler 300 agents sécuristes sur une période de 30 mois.
La ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé s'est rendue au siège de l'Agence nationale des investisseurs et de l'exportation ANI. La ministre Achta Djibril-Si est allée apprécier de plus près le fonctionnement du guichet unique de création d'entreprises. Apolline Gani. La ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a été accueillie par le directeur général de l'Agence nationale des investissements et des exportations, Ousmane Mamad Nour Elimi. Quelques minutes après, Achta Djibril-Si tient une réunion avec les directeurs techniques de cette institution. La ministre s'imprègne des difficultés qu'éprouve l'ANI et apprécie de plus près le bon fonctionnement du guichet unique de création des entreprises. Le directeur général de l'ANI a expliqué le fonctionnement de son institution. L'ANI est la principale structure gouvernementale en charge de l'appui du secteur privé. Dans un certain nombre de classements internationaux, nous sommes bien classés pour faire des affaires au Tchad. Donc, quelles sont les mesures prises qu'on doit prendre ensemble pour que ce classement dans les instances régionales, surtout au niveau de la Banque mondiale, puisse s'améliorer. Il y a lieu d'informer le public et surtout les opérateurs économiques pour qu'ils se préparent pour affronter cette mise en œuvre à partir du 1er juillet 2020, la mise en place de la zone de libre-échange continentale. La ministre du Commerce devrait ensuite visiter le guichet unique de création des entreprises. Ici, Achta Djibril-Si a situé le mobile de son déplacement avant d'appeler les jeunes à entreprendre davantage. Donc nous appelons nos jeunes, filles et garçons, à venir massivement créer leur entreprise et bénéficier de tout l'accompagnement pour densifier notre tissu industriel et économique du Tchad. Et nous apprécions également la synergie qu'il y a entre les différents services représentés ici. Nous avons les impôts, nous avons le ministère du Commerce. Donc si on parle de département, donc nous avons le ministère des Finances, le ministère du Commerce, le ministère de la Justice aussi. Le guichet unique a pour mission d'organiser un service d'accueil, d'orientation et de prise en charge des formalités liées au projet d'investissement, concentre ses services en un seul lieu pour faciliter les procédures de création d'entreprises. À la Maison de la Femme tchadienne s'est déroulée la cérémonie de remise des attestations de fin de formation à une centaine de jeunes. Ces jeunes ont été formés dans divers domaines pouvant leur permettre de se prendre en charge. C'est la ministre de la Formation professionnelle qui a présidé la cérémonie. Hadji Fanta, Brahim Alifa, reportage. Ils sont désormais aptes à intégrer la vie active. 3 mois durant, ces jeunes sont outillés en différentes techniques devant leur permettre d'embrasser les métiers d'hôtellerie, de couture, de pâtisserie et d'informatique bureautique. C'est une initiative de la Maison de la Femme, de concert avec le ministère de la Formation professionnelle et des petits métiers. La directrice générale de la Maison nationale de la Femme souligne que cette formation permettra la réinsertion sociale des jeunes. La Maison nationale de la femme est votre maison et vous devriez vous en approprier. C'est un cadre de réinsertion sociale, de formation professionnelle et d'orientation de toutes les femmes. Je dis bien toutes les femmes, sans aucune distinction. Et cela, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a toujours voulu faire des femmes et des jeunes le socle de développement de notre pays. Pour la ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers, la formation des jeunes demeure un axe majeur de la politique du gouvernement. La problématique de l'autonomisation de la femme demeure un défi majeur et le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, s'est inscrit pendant longtemps dans cette dynamique pour résoudre les problèmes de la pauvreté au Tchad. Satisfaits, les bénéficiaires émettent le vœu de voir cette formation se perpétuer.
Je l'annonçais tantôt que dans le cadre de ces activités, la Fondation Grand Cœur en partenariat avec l'Université Azhar al-Sherif lance une caravane pluridisciplinaire, une caravane au cours de laquelle 10 000 patients souffrant de diverses pathologies seront prises en charge. Le coup d'envoi de la caravane a été donné par le ministre de la Santé publique, Mohamed Suleiman. Une fois de plus, la Fondation Grand Cœur, appuyée par son partenaire de taille, l'Université Al-Azhar al-Sherif, lance une caravane pluridisciplinaire à l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine. L'équipe de cette caravane est composée de médecins expérimentés tchadiens et égyptiens. Ces derniers sont spécialisés dans divers domaines. Il s'agit entre autres de la pédiatrie, de la traumatologie et de la chirurgie générale. C'est le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal, qui a procédé au lancement de cette caravane pluridisciplinaire. Le directeur général de l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine salue l'initiative. C'est un honneur pour le ministère de la Santé publique, puisque dans cet objectif, nous visons d'abord le renforcement des capacités des experts en santé de l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine, la formation continue et l'objectif thérapeutique, c'est lui de couvrir en 10 jours 500 actes chirurgicaux dans différentes disciplines chirurgicales. Le secrétaire général de la Fondation Grand Cœur a positivement apprécié le partenariat qui lie son organisation à l'université Al-Azhar al-Sherif, tout en invitant la population à se mobiliser pour bénéficier gratuitement des soins. Notre joie est immense de voir cette équipe médicale, une fois de plus, à cet hôpital de N'Djamena pour célébrer ensemble ce partenariat agissant qui lie nos deux institutions dont le mérite et le sacre sont à la dimension des spécialités qu'offre gratuitement cette caravane pluridisciplinaire. Le vice-président de l'université Al-Azhar al-Sherif, Mahmoud Siddiq, a réitéré son soutien à la Fondation Grand Cœur tout en saluant l'accueil qui lui a été réservé. De son côté, le ministre de la Santé publique a salué la coopération agissante entre la Fondation Grand Cœur et l'université Al-Azhar al-Sherif. Cette caravane a été planifiée par la première dame du Tchad, la Fondation Grand Cœur qui l'avait lancée, et nous avons un accord de coopération entre nous et la Fondation Grand Cœur. Et sur ce, je ne pourrais leur dire que merci. Merci pour l'Égypte, merci pour Al-Azhar, et merci pour les bonnes relations entre le Tchad et l'Égypte, et surtout les deux présidents, le président Assisi et le président Idriss Déby Itno. Cette caravane pluridisciplinaire qui durera 10 jours permettra à prendre en charge 10 000 patients. Le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Mohamed Saleh Ali, a pris service ce 11 février. Il a été installé dans ses fonctions par le chef d'état-major général des armées, Djimadoum Tiraina. Omar Idriss. L'état-major de l'armée de terre a un nouveau chef, en la personne du général de brigade, Mohamed Suleiman Ali. Il remplace le général Bahardi Adoum Hagar, qui a passé 11 mois à la tête de cette institution militaire. C'est le chef d'état-major général des armées, premier adjoint, le général des divisions, Djimadoum Tiraina, qui lui a passé l'étendard du commandement. Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef le général de brigade Mohamed Suleiman Ali, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois. Désormais, ex-commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 2, le général de brigade Mohamed Suleiman Ali s'affirme comme le numéro 1 de l'état-major de l'armée de terre. L'armée de terre, grande institution des armées au Tchad, a la lourde mission de défendre l'intégrité du territoire national et la sous-région. Le général de brigade Mohamed Suleiman Ali
secondés de 2 adjoints, respectivement le général de brigade Tidjani Ismail Sogour et Ismail Ibrahim Hassaballah, se disent conscients des tâches qui les attendent. Le directeur de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Sadik Brahim Diko, a fait un point presse pour lancer un programme d'entrepreneuriat dénommé TEF Connect. Il s'agit d'une plateforme pour encourager les candidatures des jeunes entrepreneurs tchadiens au programme TEF Connect. Extrait. L'ONAP vient en appui technique et financier aux jeunes en quête de stage en entreprise et porteur d'idées de projets micro-entrepreneurs. S'inscrivant en droite ligne de la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Idriss Déby Itno, l'ONAP, à travers ce lien de partenariat, a donc jugé utile de mener cette politique avec la Fondation Tony Olumedi, représentée au Tchad par la banque IBA, dans le cadre de son programme entrepreneuriat TEF, qui reçoit les candidatures Corps 2020 destinées aux jeunes de 54 pays d'Afrique dès le 1er janvier de l'année en cours. Les candidatures se feront en ligne par l'intermédiaire de TEF Connect, c'est-à-dire le centre de réseautage numérique de l'écosystème de l'entrepreneuriat africain créé par la dite fondation. L'ONAP a donc une part active en termes de propositions et de la promotion de l'emploi en faveur des jeunes. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, a un souci majeur pour la jeunesse, à qui il lui accorde une attention soutenue par son épanouissement. Toutes ces stratégies entrent dans sa politique en faveur des jeunes désœuvrés et surtout les chômeurs. Pour ce faire, nous invitons les jeunes entrepreneurs de se rapprocher de mes services compétents afin d'avoir d'emblée l'information pour la mise en œuvre de ces projets. Les cadres et experts du ministère de l'Environnement sont réunis à la faveur de l'atelier de validation des études de sauvegarde environnementale et sociale. C'est dans le cadre du projet de relance et de développement de la province du lac Tchad. Grangacha Mirima. La province du lac Tchad fait partie des zones sensibles dont le gouvernement et ses partenaires accordent une importance capitale. De ce fait, la mobilisation des fonds est nécessaire pour améliorer les conditions des citoyens. Pour y parvenir, des études techniques ont été réalisées par le ministère de l'Économie et de la Planification. 3 documents ont été soumis à l'approbation des experts. Ces 3 rapports qui sont sous vos mains constituent les éléments essentiels qui conditionnent la préparation et la validation des documents du projet, lesquels documents seront soumis au conseil d'administration de la Banque mondiale qui siégera le 30 juin à Washington. Les réalisations de ces études ont vu le jour grâce au soutien multiforme de la Banque mondiale et du gouvernement qui œuvrent sans cesse pour le bien-être de la population. Prélude au lancement des travaux de construction du pont sur le fleuve Logon à partir de la ville de Bongor, le chef-lieu du Mayo-Kébi-Est se prépare pour cet événement. Ce matin, la population avec à sa tête le gouverneur Ahmed Taha Mahamat ont procédé au nettoyage de la ville. Mamadou Marmoursal. Dans quelques semaines, la ville de Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est, abritera la cérémonie marquant le lancement du chantier de la construction du pont sur le fleuve Logon. Cette cérémonie qui verra la participation du chef de l'État Idriss Déby Itno a incité le gouverneur Ahmed Taha Mahamat et la population à donner un coup de balai à la cité capitale du Mayo-Kébi-Est. Selon le gouverneur, cette action citoyenne a tout son sens. Nous avons initié cette journée de citoyenneté en commençant par le marché central et présentement nous sommes arrivés au marché de bois. Nous avons déjà pris toutes les dispositions nécessaires. Nous avons lancé un slogan Bongor Nadif. C'est pourquoi nous sommes mobilisés pour venir nettoyer, surtout au niveau des tribunes, les palais et partout. Ahmed Taha Mahamat appelle la population de sa circonscription administrative à se mobiliser tout en redoublant d'efforts pour faire de la journée citoyenne de salubrité une réussite totale dans toute la ville pour l'intérêt de tous.
Le gouverneur du Mayo-Kébi Ouest, Adoum Forte Amadou, a effectué une tournée dans quelques départements de sa circonscription administrative. À chaque arrêt, le gouverneur appelle les autorités à travailler dans l'intérêt de la République. Dobadjon Salam. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Ouest, Adoum Forte Amadou, a été accueilli avec tous les honneurs par les autorités administratives, traditionnelles, civiles et militaires du lac Léré. Fini les usages protocolaires, la réunion commence. Le gouverneur fait une communication avec des mises en garde sur les questions sécuritaires, les rapports entre l'administration et la population locale, ainsi qu'au dédouanement de marchandises aux postes frontières de Léré. Avec fermeté, il a exigé la fin des déperditions des recettes douanières. Nous avons besoin des hommes honnêtes, des hommes engagés, des hommes qui sont au service de l'État et des hommes qui peuvent accompagner son Excellence Idriss Déby Itno qui se soucie de sa population. Il faut que le système de main levée ça cesse. Il faut dédouaner les marchandises. Il faut s'arrêter avec le système de main levée. Nous avons toutes les informations par rapport à ce qui se passe. Le gouverneur a insisté sur le changement de comportement qui doit guider tout agent, car le département étant la porte d'entrée au Tchad, chacun doit montrer l'image positive de notre pays, a-t-il insisté. Il a mis en garde les agents de l'ordre qui rackettent les populations et les transporteurs sur la trace nationale Figuil-Léré. Aucun comportement déviant ne sera pardonné, a-t-il ajouté, et d'attirer l'attention des fonctionnaires indisciplinés. Pour le gouverneur, l'intérêt public doit primer sur toute autre considération. Les chefs traditionnels doivent dénoncer les exactions en cours dans leur localité. Ils doivent également collaborer avec l'administration pour déjouer tout complot et les preneurs d'otages, a-t-il conseillé. Le gouverneur de la province du Tibesti, Djidi Habré, lui est encore sur le terrain à l'étape de Zouar. Le gouverneur a rencontré les autorités locales, leur a demandé donc d'œuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique entre les communautés. Moussa Mboudo Abdoulaye. La paix, la sécurité et la cohabitation pacifique sont les valeurs cardinales pour tout développement d'un pays. C'est dans cette logique que le gouverneur de la province du Tibesti, Djidi Habré, est allé à la rencontre de la population du département du Zouar. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, le respect de l'autorité de l'État. Face aux autorités administratives, traditionnelles, religieuses et la société civile, Djidi Habré a insisté sur le vivre ensemble. S'agissant de l'exploitation artisanale de l'or noir dans cette province, le premier magistrat reste droit dans ses bottes. Concernant la sécurité des personnes et de leurs biens, le gouverneur a instruit les éléments de force de défense et de sécurité d'y veiller. Il appelle par la même occasion la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin de démasquer tous ceux ou celles qui foulent aux pieds les lois de la République. Certains chefs traditionnels présents à cette rencontre ont exprimé leur soutien au gouverneur et promettent de traduire les orientations données. Ces échanges ont permis aux responsables à divers niveaux de remercier le gouverneur pour cette initiative louable qui ne vise que le développement de la province. Le préfet du département de Dartama a fait une tournée dans sa circonscription administrative également, une tournée qui a permis au préfet de s'entretenir avec les autorités administratives, militaires et coutumières sur la question de la cohabitation pacifique. À la tête d'une délégation composée notamment de responsables éducatifs, religieux et militaires, le préfet du département de Dartama, Omar Hashim, a entrepris une tournée dans sa circonscription administrative. La ville de Birak, située à la frontière Tchad-Soudan, a constitué la toute première étape de sa tournée. Aussitôt arrivé à Birak, le préfet a tenu à rencontrer les responsables administratifs, les chefs traditionnels, les responsables religieux et le leader d'opinion. Au cours de cette rencontre, le préfet du département de Dartama, Omar Hashim, a abordé plusieurs sujets.
Il s'agit entre autres la cohabitation pacifique, le renforcement de la sécurité, la protection de l'environnement et l'éducation des enfants, surtout les filles. Le préfet de Dartama, Omar Hashim, a demandé à ses administrés à cultiver la tolérance, la paix, le pardon et l'amour réciproque et bâtir une société consciente de son développement. Abordant la question de l'éducation, le préfet du département de Dartama, Omar Hashim, a signifié à l'assistance que l'éducation est la base de tout développement. Envoyez vos enfants à l'école et surtout les filles, a-t-il ajouté. Omar Hashim interpelle les chefs traditionnels à jouer pleinement leur rôle. Reportage signé Mamad Saleh. À Nour, à Jeddah, dans le Bata, les forces de sécurité ont intercepté un convoi de personnes en partance pour la Libye. Ces personnes qui constituent ce convoi ont été présentées aux autorités locales. Mamataïr Djibril Alhour. La lutte des forces de sécurité contre le trafic de personnes vers la Libye se poursuit dans le Bata. Voilà un autre cas d'interception de voyageurs. C'est une vingtaine de personnes, dont plusieurs mineurs, interceptés dans leur point de regroupement à Amzarga, près de Jeddah, dans le département de Wadi Rimé. Les deux chauffeurs et les passagers ont tous avoué vouloir se rendre en Libye pour, disent-ils, travailler là-bas. Ne savez-vous pas que ce trafic est interdit depuis quelques années dans notre pays? Oui, répondent-ils, mais on a tenté notre chance comme les autres l'ont fait, ajoute-t-il. Très satisfait de la promptitude des forces de défense et de sécurité de sa zone, le préfet de Wadi Rimé, Al-Khali Adoum Kouri, met en garde les commis de charge qui tentent de défier l'administration. Les enfants, les mineurs, je crois qu'on va les libérer, parce que parmi eux des élèves. Et puis les autres répondront de leur sort devant la justice. Les trafiquants et leurs clients sont ensuite conduits à Ati pour une éventuelle procédure judiciaire. Revenons à N'Djamena pour dire que l'UNESCO, en partenariat avec la CBLT, organise un atelier de renforcement de capacité sur la restauration écologique. L'objectif de l'atelier est de former et renforcer les capacités des acteurs identifiés dans le contexte du bassin du lac Tchad. Reportage de Noubadoumba Italomadi. Les pays du bassin du lac Tchad et les partenaires reconnaissent le caractère international du bassin du lac Tchad et le partage des ressources qui constitue une formidable opportunité de coopération et de coordination. Une longue histoire de coopération entre les pays riverains et un très fort potentiel de développement durable qui passe par le renforcement de la résilience et de la capacité adaptatrice des populations au changement climatique pour une restauration écologique. Ces deux éléments permettront à l'UNESCO d'articuler sa politique de restauration écologique et celle de la création de la biosphère. Cette activité de restauration écologique s'intègre dans le plan provincial de sécurité et de développement du lac Tchad. Il est extrêmement important pour nous que ces activités contribuent au développement de la localité du lac Tchad et ainsi contribuent aussi au développement du Tchad, mais du bassin dans son entier. Le bassin du lac Tchad couvre une grande partie de l'Afrique centrale et abrite plus de 40 millions d'habitants au sein de 5 pays riverains, le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Tchad et la Centrafrique. Le projet initié par l'UNESCO en partenariat avec la Commission du bassin du lac Tchad vient renforcer et contribuer à la politique de restauration écologique, biologique, hydraulique et culturelle des États membres du bassin. Il n'est donc superflu de relever ici que la restauration écologique que le projet Biopart veut promouvoir dans le bassin du lac Tchad à travers des actions pilotes autour de 3 sites prioritaires retenus pour la province du lac Tchad va au-delà des actions de restitution des écosystèmes pour intégrer la dimension socio-économique et culturelle afin d'en garantir la pérennité. Le projet accompagnera les États membres à préparer la création d'une réserve de biosphère et d'un site de patrimoine mondial transfrontalier dans le bassin. Pendant 3 jours, les participants pencheront sur le projet pilote de l'UNESCO en partenariat avec la Commission du bassin du lac Tchad, financé par la Banque africaine de développement, basée sur la question de restauration et la sauvegarde des écosystèmes du lac Tchad.
L'ONG Oxfam organise également un atelier de renforcement de capacité à l'intention des acteurs des organisations de la société civile. L'atelier porte sur la gouvernance foncière. Résultat attendu au terme de cet atelier, créer les conditions d'une participation concertée et active de la société civile du pays dans le processus de la réforme foncière. Kalianga Foudna. Gouvernance foncière, la question préoccupe l'ONG Oxfam. À l'initiative de cette ONG, un atelier de renforcement des capacités des acteurs des organisations de la société civile est organisé. Les participants à cet atelier ont 2 jours pour explorer et comprendre les principes fondamentaux de la gouvernance foncière ainsi que les démarches sur le processus de réformes enclenchées au pays. Un point d'honneur sera également mis sur l'accès à la terre aux personnes vulnérables et en particulier la femme rurale. C'est une grande joie pour Oxfam et pour l'ensemble de nos partenaires, en particulier les membres de la campagne, car ce n'est pas dans tous les pays que le gouvernement s'engage à faire une réforme inclusive, une réforme qui écoute tous ceux qui sont concernés et une réforme qui se fait avec tous les bénéficiaires. La réforme foncière est au cœur de la nouvelle constitution, a fait savoir le directeur général du ministère de l'aménagement du territoire, du développement, de l'habitat et de l'urbanisme. Je citerai entre autres, il y a la définition des rôles des autorités traditionnelles, il y a eu le nouveau découpage administratif, il y a une nouvelle politique de décentralisation, sans ignorer l'explosion démographique. À l'issue de ces assises, des stratégies servant des plaidoyers seront proposées pour une réforme foncière concertée et inclusive tout en tenant compte de l'aspect genre. Nous sommes le 11 mai et le 11 mai, la journée mondiale de Safer Internet DAC. Pour cette édition de 2020, la cérémonie a été organisée par l'association House of Africa, de concert avec les autorités de la commune du 1er arrondissement. On fait le point avec Nakour Barkaï. La 3e édition de Safer Internet Day est placée sous le thème « Ensemble pour un meilleur Internet ». C'est dans cette optique que l'association House of Africa a formé 40 jeunes de différents établissements scolaires de la commune du 2e arrondissement sur l'utilisation rationnelle de cet outil de communication. Le président de l'association House of Africa, Abdeljelil Bacharbong, indique que l'objectif visé par son association est de vulgariser les notions d'utilisation et les bienfaits de l'Internet auprès des jeunes afin que cet outil soit utilisé à des fins utiles. Le maire, premier adjoint de la commune du 2e arrondissement, Assadik Djidda, souligne que la mauvaise utilisation des réseaux sociaux est l'une des sources de plusieurs maux, notamment de la dépravation des mœurs et des conflits. Il a recommandé par ailleurs aux jeunes d'en faire bon usage. Des attestations de fin de formation ont été décernées aux élèves participants. Grâce à l'association Pan-Africa, aujourd'hui j'ai eu une attestation de formation. J'ai connu quelque chose sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'Internet? Quel est l'avantage de l'Internet? Et avoir connu aussi beaucoup de choses. Les responsables de la commune et les chefs d'établissement scolaire qui ont contribué à la réussite de cette formation ont aussi, pour leur part, bénéficié des attestations de reconnaissance. Créée en 2007, l'association panafricaine House of Africa œuvre pour la promotion de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication en Afrique. Nous sommes plutôt le 11 février et c'est la journée mondiale de Safer Internet DAC. Dans le cadre de sa mission politique, le MUR, Parti Mouvement pour l'Unité et le Renouveau, a organisé un tournoi de football aux jeunes de la commune du 5e arrondissement. La finale a été remportée par l'équipe du FC Lamazia. Score de la rencontre 3-1 devant celle de Champ de Fil de Nodji Nestor. Le mouvement pour l'unité et le renouveau MUR offre aux jeunes de la commune du 5e arrondissement un moment idéal. Il s'agit du tournoi amical de football des jeunes, une activité qui a mis aux prises les jeunes talents et amoureux du football de la dite commune. Sur le terrain, la finale a opposé la sélection de FC Lamazia à celle de Sans Fil.
Un match qui a drainé un bon nombre des amoureux du ballon rond. L'équipe de FC La Masia, qui a pris le match du bon pied, n'a pas tardé à atomiser son adversaire. 3-0. Les joueurs de Sans-Fil, malgré leurs multiples tentatives de but, n'ont pas pu revenir au score. Ils réduisent le score à seulement 5 minutes de la fin du match, 3-1. À travers cette rencontre, les responsables du parti MUR véhiculent le message de la bonne cohabitation. La mise en œuvre de cette noble vision constitue le gage, voire le signal fort d'un développement durable et harmonieux en milieu jeune que nous appelons de tous nos voeux. Que l'acceptation de l'autre, la cohabitation pacifique et la solidarité soient votre leitmotiv. Débuté depuis le 6 novembre 2019, ce tournoi a mis en compétition 20 clubs venant de 3 quartiers de la commune du 5e arrondissement, notamment Henri Guébé, Ridina et Champ de Fil. Les jeunes qui se sont démarqués des autres par leur talent ont été également récompensés par les membres du parti MUR. Et puis la teneur de ce communiqué ayant appris avec consternation le décès tragique de la camarade Maïmouna Kelkel, membre du conseil départemental du Lac-Léré, le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut MPS adresse ses condoléances les plus émues à la famille de l'illustre disparu. La camarade Maïmouna Kelkel fut une militante qui a contribué à l'implantation et à l'ancrage du mouvement patriotique du Salut dans la province du Mayo-Kébi-Ouest en général et dans le département du Lac-Léré en particulier. Cette disparition intervient à un moment où le parti a le plus besoin de ses services dans le département du Lac-Léré. Le directeur général de l'administration du parti, Mamat Nabia. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci au chef d'édition et merci également à l'équipe en régie.